Tsahal a achevé l'encerclement de Rafah, tandis qu'un complexe de commandement et de contrôle du Hamas, installé à l'intérieur d'un hôpital de la bande de Gaza, a été attaqué après que le Hamas a tiré des roquettes sur Israël la veille de la Pâque. En outre, un tunnel géant d'1,2 km de long a été détruit, démolissant ainsi la principale voie souterraine dans la partie nord de la bande de Gaza. La veille de Pessah, l'armée de l'air a intercepté une roquette tirée depuis le centre de la bande de Gaza sans faire de victimes. En réponse, l'armée israélienne a lancé un avertissement d'évacuation aux habitants de la partie centrale de la bande de Gaza en déclarant « Nous allons frapper par la force dans cette zone ». Dans la nuit de vendredi à samedi, une position du Hamas installée à l'intérieur de l'hôpital El Ahali, dans la ville de Gaza, a été touchée et une déclaration commune de Tsahal et du Shin Bet a confirmé que l'enceinte était utilisée par des terroristes du Hamas. Par ailleurs, le Hamas a publié un deuxième signe de vie du soldat kidnappé Idan Alexander, sous la forme d'une vidéo de guerre psychologique montrant le double citoyen américain et israélien faisant des déclarations critiques à l'égard des dirigeants israéliens et du gouvernement des États-Unis. Entre-temps, le ministre de la Défense, Israel Katz, a évoqué la prise du corridor Morag à Gaza et l'extension de l'activité terrestre dans l'enclave palestinienne dimanche, déclarant que des centaines de milliers de résidents avaient déjà été évacués et que 10% du territoire de Gaza faisait désormais partie des zones de sécurité d'Israël. L'objectif principal est d'exercer une forte pression sur le Hamas afin qu'il revienne au cadre de la libération d'autres otages. Nous avons également entendu parler des Houthis au Yémen au cours du week-end, et notamment de leur tir d'un missile balistique en direction d'Israël dimanche soir, juste avant le coucher du soleil. Des sirènes ont retenti dans une douzaine de localités du centre d'Israël, dont Jérusalem, et des millions d'habitants se sont réfugiés dans leurs abris antiatomiques. Il s'agissait du premier missile balistique en provenance du Yémen en 2 semaines, et il faisait suite à plusieurs attaques de drones. Mais cela ne leur servira pas à grand-chose. Les Houthis subissent une pression énorme de la part de l'armée américaine. Ils frappent et sont rapidement à court de tout ce dont ils ont besoin pour continuer à attaquer l'État juif d'Israël. Au nord d'Israël, une source proche de l'organisation terroriste Hezbollah a révélé aux médias ce week-end que le Hezbollah s'était retiré de la plupart de ses postes au sud Liban et les avait transférés à l'armée nationale libanaise, remplissant ainsi une condition essentielle de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée l'année dernière. En outre, les panneaux identifiant l'organisation du Hezbollah sur la route menant à l'aéroport ont été enlevés et une campagne de rafraîchissement a commencé, disant simplement qu'une nouvelle ère au Liban a commencé. Un peu plus au nord et à l'est, les nouvelles sont moins réjouissantes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan prévoit un déplacement historique en Syrie et des discussions avec Israël sur les exigences relatives à la souveraineté de la Syrie, alors que les troupes turques continuent d'occuper près d'un 1/5 du pays. Erdogan prévoit de se rendre prochainement à Damas. Parallèlement, le président syrien Al-Shara a atterri à Abu Dhabi pour une première visite au cours du week-end dans le but de renforcer les liens et de lever les sanctions occidentales. Et bien sûr, nous aurons également les dernières informations sur le sujet qui retient l'attention du monde entier, les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran qui ont eu lieu à Oman samedi. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est contenté d'une simple déclaration à l'issue des premiers pourparlers de samedi, affirmant que les négociations avec l'Iran se déroulaient bien. La situation est bonne. L'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, se serait entretenu directement avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Al-Gashey, pour lui dire que nous voulions résoudre les différends par la diplomatie. Par ailleurs, la Russie, alliée de l'Iran, s'est déclarée encouragée par les résultats des négociations entre Washington et Téhéran. Il y a donc beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au jour 557 de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui opèrent sous le contrôle des gardiens de la révolution iranienne qui sont à la tête de l'axe du mal au Moyen-Orient. Enfin, je vous souhaite une bonne Pâques et un bon dimanche des Rameaux à vous tous.
Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est déjà fait, afin de rester à l'écoute de la vérité en temps réel et de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Nous commencerons par les nouvelles en provenance de la bande de Gaza. Une roquette a été lancée depuis le centre de Gaza sur Israël samedi soir, alors que des familles juives étaient attablées pour leur repas du Seder de la Pâque. La roquette a été tirée en direction des communautés israéliennes de l'enveloppe de Gaza, mais elle a été interceptée. Les terroristes qui ont tiré cette roquette savaient certainement qu'elle serait interceptée, mais ils savaient aussi que les sirènes seraient activées, envoyant les gens dans leurs abris, perturbant ainsi le repas de Pessah, ce qui était leur véritable objectif dans cette situation. Bien sûr, l'incident n'a pas fait de victimes, mais il s'agissait de la 4e roquette tirée sur Israël samedi depuis cette zone de la bande de Gaza. À la suite de ce tir, le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, le lieutenant-colonel Avichai Aderi, a lancé un avertissement d'évacuation aux habitants du centre de la bande de Gaza, déclarant à tous les habitants du camp de réfugiés de Nusirat qu'il s'agissait du dernier avertissement avant une attaque. Nous frapperons avec une force maximale toute zone d'où des roquettes seront lancées. Les organisations terroristes, principalement le Hamas, portent l'entière responsabilité du déplacement et de la souffrance de la population civile. Pour votre sécurité, vous devez vous rendre immédiatement au sud, dans les abris de la ville d'El Mawassi. Dans la nuit de samedi à dimanche, Tsahal et le Shin Bet ont attaqué un complexe de commandement et de contrôle du Hamas à l'hôpital El Arali, dans la ville de Gaza. Conformément à la procédure habituelle, le personnel de l'hôpital a été prévenu avant l'attaque et a eu le temps d'évacuer les patients et le personnel. Dimanche matin, peu avant 10 heures, Tsahal et le Shin Bet ont confirmé la frappe et affirmé que le Hamas avait exploité les installations de commandement et de contrôle situées dans la partie nord de la bande de Gaza, à l'intérieur de l'hôpital El Arali. Ce complexe était utilisé par les terroristes du Hamas pour planifier et mener des activités terroristes contre les forces de Tsahal et contre les citoyens de l'État d'Israël. L'armée a déclaré qu'avant l'attaque, des mesures avaient été prises pour minimiser le risque de blesser des civils et l'hôpital, notamment en lançant des alertes précoces dans la zone à l'aide de munitions précises et d'observations aériennes. Plus au sud, la 36e division de l'armée israélienne a achevé l'ouverture du corridor Morag entre la brigade de la région de Khan Younes et la brigade de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, au cours du week-end. Parallèlement, 3 roquettes ont été lancées depuis le sud de la bande de Gaza et ont été interceptées en Israël. Il a également été rapporté qu'au cours de la dernière semaine et demie pendant laquelle les forces de Tsahal ont manœuvré dans la région de Rafah, des dizaines de terroristes ont été éliminés, des routes souterraines et des infrastructures terroristes du Hamas ont été démolies et la manœuvre d'encerclement a été achevée autour de Rafah. Un communiqué de Tsahal concernant ces développements a déclaré que Tsahal continuera à consolider le contrôle de la route principale et à mener des activités visant à éliminer les terroristes et les infrastructures terroristes dans ces zones. À ce propos, un tunnel de plus d'1 kilomètre de long et de 20 mètres de profondeur a également été découvert et détruit. Tsahal a également annoncé que les 188 équipes de combat de la brigade poursuivent leurs activités terrestres contre les nouvelles cibles à Rafah et dans la partie sud de la bande de Gaza. Les rapports indiquent la découverte et la démolition de puits de tunnels, d'infrastructures terroristes, de postes d'observation et de bâtiments piégés. Par ailleurs, Tsahal ont réussi à éliminer Abid Alak Naïm El Daoud Moussa, qui occupait le poste de chef adjoint de l'équipe de tireurs d'élite du Hamas. Avant la frappe aérienne sur le véhicule dans lequel il se trouvait, des mesures ont été prises pour réduire les dommages causés aux civils, notamment l'utilisation de munitions précises, l'observation aérienne et l'obtention de renseignements supplémentaires. Pendant ce temps, le Hamas a publié samedi soir une vidéo montrant un signe de vie d'un soldat kidnappé ayant la double nationalité américaine et israélienne, Idan Alexander. Cette vidéo fait partie d'une tactique de guerre psychologique souvent employée par le Hamas. La famille d'Idan Alexander a autorisé la diffusion de la vidéo dimanche soir, mais nous ne la diffuserons pas car nous ne souhaitons pas aider l'organisation terroriste du Hamas à atteindre ses objectifs. Cependant, nous pouvons vous dire brièvement que dans la vidéo, Alexander récite quelques lignes écrites pour lui par ses ravisseurs, les terroristes du Hamas,
qui comprennent des critiques à l'égard des gouvernements israéliens et américains pour ne pas s'être pliés aux exigences du Hamas en échange de la libération des prisonniers, y compris la sienne. Ici, à TBN francophone, nos prières vont à sa famille et nous espérons tous qu'il rentrera rapidement en Israël. Par ailleurs, le ministre israélien de la Défense, Yisrael Katz, s'est adressé aux habitants de la bande de Gaza et a annoncé que l'armée avait achevé la prise de contrôle du corridor de Morag, transformant tout le territoire situé entre le corridor de Philadelphie et le corridor de Morag en une partie de la zone de sécurité israélienne. Bientôt, l'activité de Tsahal s'étendra fortement à d'autres endroits dans la majeure partie du territoire de la bande de Gaza. Alors les amis, continuez à diffuser la vérité, partagez nos vidéos sur YouTube et suivez-nous sur les médias sociaux. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer un nouvel épisode de Boots on the Ground. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de prier pour la paix à Jérusalem. Passons maintenant à la menace des Houthis au Yémen. Dimanche soir, les habitants de Jérusalem et du centre d'Israël ont entendu les sirènes pour la première fois en 2 semaines, annonçant le tir d'un missile balistique depuis le Yémen en direction d'Israël. Le tir a été détecté peu après 18 heures et des intercepteurs des systèmes israéliens Arrow et américains Tahat ont été tirés pour le détruire. L'attaque n'a pas fait de victimes ni de dégâts, mais quelques personnes auraient été blessées alors qu'elles couraient vers des abris anti-bombes. Cette attaque de missiles balistiques fait suite aux tentatives des Houthis d'attaquer Israël à l'aide de drones suicides au cours des derniers jours. Samedi, l'armée de l'air a intercepté un drone lancé depuis le Yémen en direction d'Israël. Il tentait de se diriger vers l'espace aérien au-dessus de la mer Morte, mais il a été intercepté sans dommages ni blessures pour les Israéliens. Tsahal n'a même pas eu besoin d'activer des alertes défensives étendues pour cette attaque, mais un représentant a noté que c'était la 3e fois cette semaine que les Houthis tentaient d'utiliser cet itinéraire pour infiltrer un drone explosif en Israël. L'établissement de la défense a également fait l'éloge des actions menées par l'armée américaine contre les Houthis au Yémen. La pression militaire exercée sur les Houthis affecte leur capacité tactique et l'armée de l'air note que leur tentative d'utiliser ce nouvel itinéraire au-dessus de la mer Morte pour essayer de pénétrer dans l'espace aérien israélien en est un résultat visible. L'évaluation est que la pression militaire américaine rend difficile pour eux d'opérer aussi librement qu'ils le faisaient auparavant. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements dans cette affaire et comme toujours, nous vous demandons de continuer à répandre la vérité. Et les gars, c'est très important, si vous voulez que nous créions plus de vidéos comme celle-ci, nous avons besoin de votre aide, y compris financière. Rendez-vous sur tbnfr.org et faites un don, quel qu'en soit le montant, car comme vous le savez, tout ce que vous donnez servira à créer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous concentrer sur la Reine du Nord et plus précisément sur le Liban. Alors que le nouveau président du Liban, Joseph Aoun, réclame le désarmement du Hezbollah et qu'une partie de l'organisation se déclare prête à en discuter, une source proche de l'organisation du Hezbollah a déclaré samedi soir à l'agence de presse française AFP que 190 des 265 positions du Hezbollah dans le sud du Liban ont déjà été remises à l'armée nationale libanaise. Simultanément, dans le secteur civil, le contrat du Hezbollah pour les panneaux publicitaires le long de la route menant à l'aéroport de Beyrouth a pris fin avec l'organisation terroriste et de nouveaux panneaux ont été montrés. Une nouvelle société a acheté les droits et leur première campagne affiche un drapeau libanais avec le slogan « Une nouvelle ère au Liban ». C'est une très bonne nouvelle pour Israël et j'aimerais dire que c'est aussi une bonne nouvelle pour le Liban. Au nord-est, les nouvelles sont moins bonnes, car le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré dimanche qu'Ankara, la capitale de la Turquie, recherchait la stabilité en Syrie et voulait éviter les provocations, bien que l'armée turque reste fermement retranchée dans la partie nord de la Syrie et donne tous les signes d'une volonté d'étendre ses positions plus au sud. Néanmoins, Fidan a déclaré que les frappes israéliennes compromettaient la stabilité de la Syrie et a appelé au respect de la souveraineté de la Syrie.
Fidan a tenu ses propos absurdes lors d'une conférence de presse destinée à conclure le forum diplomatique d'Antalya qui s'est tenu dans le sud de la Turquie au cours du week-end. Il a ajouté une nouvelle couche d'hypocrisie en déclarant que son pays agissait pour éviter d'entrer dans un conflit avec quiconque à l'intérieur de la Syrie et en exigeant le respect de l'espace aérien syrien. Ces déclarations interviennent après les discussions entre Israël et la Turquie qui ont eu lieu mercredi et qui visaient à prévenir les incidents indésirables en Syrie. Les sources turques ont précisé que les discussions techniques qui ont eu lieu en Azerbaïdjan ont marqué le début des efforts visant à ouvrir un canal de communication afin d'éviter les affrontements ou les malentendus concernant l'activité militaire dans la région. Simultanément, le ministre turc des Affaires étrangères a annoncé que le président Recep Tayyip Erdogan avait l'intention de se rendre en Syrie et a précisé que les responsables continuaient à travailler sur la détermination des dates appropriées pour cette visite. Ici, à TBN francophone, nous vous tiendrons au courant de tous les développements dans ce domaine. Dans un instant, nous passerons à la tête de l'axe du mal au Moyen-Orient, à savoir le corps des gardiens de la révolution iranienne. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à cliquer une fois de plus sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait et à nous suivre sur les médias sociaux afin de rester à l'écoute de la vérité et de savoir comment prier pour la paix à Jérusalem. Samedi, il s'est donc passé quelque chose d'important dans la relation tendue et hostile entre Washington et Téhéran. Des délégations diplomatiques des deux adversaires se sont réunies à Oman pour la première fois depuis près d'une décennie pour une première série de pourparlers dans l'espoir de parvenir à un accord de Vienne 2.0. Au cours de son premier mandat, le président Trump s'est retiré de l'accord nucléaire JCPOA que l'administration Obama avait signé en 2015. Et il n'est apparemment pas intéressé par le renouvellement du même accord dans des conditions similaires à celles qui avaient été signées à l'origine. Dans cette optique, un nouvel accord doit, entre autres, minimiser complètement la menace de voir l'Iran achever son projet nucléaire, ce qui pourrait alors menacer toute la région sunnite et ajouter une nouvelle couche d'instabilité et d'anxiété à une zone déjà turbulente et pleine de frictions. Dans ce contexte, il est important de souligner que l'une des principales préoccupations des grandes puissances est que si l'Iran devient nucléaire, d'autres pays de la région, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Égypte, pourraient décider qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire la même chose et de se doter d'armes nucléaires. Il convient également de souligner que, bien que l'Iran traverse actuellement une grave crise économique et financière et que son statut géostratégique ait été sérieusement mis à mal par l'affaiblissement spectaculaire de certains de ses principaux mandataires, il a encore des cartes à jouer dans ces négociations. Les discussions, essentiellement indirectes grâce à la médiation du ministre des Affaires étrangères d'Oman, ont duré plusieurs heures et ont été qualifiées par les deux parties de positives et constructives. Selon les médias, la délégation iranienne a présenté les demandes suivantes au début des négociations. L'accès immédiat aux milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés à l'étranger, la réduction des principales restrictions sur les exportations de pétrole iranien et l'assouplissement rapide des sanctions sur le programme nucléaire iranien. Les rapports indiquent donc que les États-Unis ont déjà fait quelques concessions pour lancer les négociations et le président Trump serait prêt à signer un accord nucléaire temporaire à court terme basé sur la bonne foi avec peu ou pas de mécanisme de contrôle formel. C'est ce qu'affirme CNN. Toutefois, les responsables américains ont refusé de commenter les détails des négociations de samedi, selon le Wall Street Journal. L'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, a déclaré que la ligne rouge de l'administration Trump était d'empêcher l'Iran de fabriquer des armes nucléaires. Interrogé sur les pourparlers, Trump a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One « Je pense qu'ils se déroulent bien. Rien n'a d'importance tant que ce n'est pas parfait. » La Maison-Blanche a également publié une déclaration générale indiquant que la communication directe avec l'envoyé spécial Steve Witkoff aujourd'hui était un pas en avant vers un résultat mutuellement bénéfique et a ajouté que les parties étaient d'accord pour se rencontrer à nouveau samedi prochain. Les représentants des deux parties ont indiqué que l'objectif principal de la réunion était d'évaluer s'il existait une véritable volonté politique de l'autre partie d'avancer vers un nouvel accord ou s'il s'agissait d'une tactique de retardement.
La Maison-Blanche exige des négociations directes, mais Téhéran insiste sur un format indirect où les deux parties s'assoient dans des salles séparées et échangent des textes par l'intermédiaire du médiateur omanais. Ici, à TBN francophone, nous serons là pour vous apporter toute la vérité sur chaque développement au Moyen-Orient et, une fois de plus, nous vous demandons de continuer à répandre la vérité, de partager et de nous suivre et surtout de ne pas oublier de prier. Comment prier pour cette situation ? Tout d'abord, je vous demande de rechercher la volonté de Dieu d'en faire une affaire personnelle. Et voici quelques points de prière. Priez pour la paix de nos otages détenus à Gaza par les terribles terroristes du Hamas. Priez pour qu'ils retournent en paix auprès de leurs familles en Israël. Continuez à prier pour la sécurité des soldats de Tsahal, où qu'ils se trouvent, qu'ils combattent dans les airs, en mer ou sur terre. Priez pour la paix de toutes les vies innocentes, de tous les civils en Israël, au Liban, en Syrie, à Gaza, en Judée et Samarie et au Yémen, afin que Dieu touche leur cœur. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour la paix de Jérusalem. Ensemble, nous gagnerons cette guerre parce que Dieu est de notre côté.